en 2012, on leur fait un dessin? Papy, raconte-nous encore l'histoire de la Révolution citoyenne. Encore? Mais je te l'ai raconté plein de fois. Allez, papy, s'il te plaît. Mais c'est vieux tout ça. C'était il y a 40 ans déjà. C'était en 2012. Et c'était fabuleux. La chaleur, le courage, la solidarité, la générosité de la révolution citoyenne. C'est comme ça qu'on a fondé la 6ème République, dans laquelle tu vis aujourd'hui. Mais il faut te dire aussi qu'on sortait d'une période affreuse. Le dernier président de la 5ème République, tu ne l'as pas connu, il s'appelait Nicolas Sarkozy. Il vivait avec sa cour et avec ses amis riches, dans un très vieux palais. Il spoliait les travailleurs et ne souciait pas de son peuple. Quand on lui disait « Monsieur le Président, le peuple n'a pas de quoi se nourrir, ni de quoi se loger », ses amis répondaient « Ils n'ont qu'à vendre leur Rolex. Quand on n'a pas de Rolex à 50 ans, c'est qu'on a raté sa vie. » Il était le président des riches. Tu sais, ma chérie, quand Sarkozy a été élu en avril 2007, il a réuni tous ses amis milliardaires dans un grand restaurant. Il s'appelait le Fouquet's. Et là, ils se sont partagés la France, comme on se partage la galette des rois. Sauf que tout le monde avait sa fève. Tu sais, à cette époque, c'était normal que le chef pique tout l'argent des travailleurs. À cette époque-là, les chefs, les patrons, pouvaient gagner plusieurs milliers de fois ce que gagnait un simple employé. Il y avait même une théorie pour justifier cela. Il disait que l'inégalité était la norme, que ça stimulait la créativité et que c'était le moteur de la société. La loi fiscale garantissait alors le règne de l'inégalité. Plus on gagnait d'argent, moins on payait d'impôts. On avait plein de mécanismes pour protéger l'inégalité sociale. On avait les paradis fiscaux, il y avait les niches fiscales, il y avait même un bouclier fiscal qui garantissait tout à fait le maintien et le développement des inégalités. Oh, je sais, ma chérie, que tout cela te paraît incroyable aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et tout le monde trouvait même ça normal. Avant le grand réveil citoyen de 2012. Il ne faut pas l'oublier. Avant 2012, le président de la République française était aussi le président des dictateurs. Lorsque Sarkozy présidait, Paris était devenu le lieu de séjour de ceux que la planète comptait de mieux en matière de dictateurs. À l'Élysée, on recevait en grande pompe tous ceux qui s'illustraient dans l'oppression de leur peuple. El-Assad était un ami, Moubarak un grand copain, et Kadhafi, il était le roi des rois, avant d'ailleurs qu'on décide d'aller massacrer son peuple à coups de bombe sous prétexte de le protéger. Par bonheur, Bokassa et Pinochet étaient déjà morts, autrement on n'aurait pas su les caser avec tout ce beau monde. À cette époque, les gros bonnets de l'État pouvaient à retour bénéficier de beaux avantages et couler par exemple des jours heureux dans les palais de ces bandits. Et tout cela, tiens-toi bien, en toute impunité. À l'époque, on ne parlait pas de coopération, de respect, de co-développement. L'Afrique était mise en coupe réglée. On appelait ça la France-Afrique. Les grandes firmes françaises y pillaient les ressources naturelles et les tyrans locaux fermaient les yeux sur ces trafics. En retour, ces derniers, gorgés d'or mal acquis, envoyaient tout un tas de mallettes pleines de fric à leurs copains parisiens. La coopération, le co-développement, les partenariats que tu connais aujourd'hui sont venus bien après, grâce à la grande révolution citoyenne de 2012. Mais tu sais, cet homme-là était aussi le président de la casse sociale. Le grand banditisme n'était pas réservé au pillage des peuples étrangers. Les Français étaient eux aussi essorés et pillés systématiquement. À partir de 2008, la France avait été affectée par la grande crise financière venue d'Amérique. Or, au lieu de faire machine arrière, d'arrêter l'incendie financier, Sarkozy fit tout le contraire. Il profita de la peur apportée par la crise pour aller encore plus loin dans sa politique d'oppression sociale. Par exemple avec les retraites. Alors qu'on sait aujourd'hui que c'est bien parce que les gens travaillent moins longtemps qu'ils vivent plus longtemps, on nous expliqua à l'époque l'inverse, pour justifier de repousser l'âge de la retraite. Si on ne les avait pas arrêtés en 2012, on travaillerait encore à 65 ou même à 70 ans. À l'époque, le chômage faisait des ravages. Les plans sociaux se multipliaient parce que les entreprises avaient le droit de fermer leurs usines pour aller exploiter ailleurs des travailleurs plus miséreux que nous. Sarkozy et ses alliés européens avaient gravé dans le marbre ce qu'ils appelaient une liberté, la concurrence libre et non faussée. Et nous, les travailleurs, on payé le prix. Mais fabriquer dans le privé des chômeurs à l'appel ne lui suffisait pas. Il s'attaqua au service public en décidant de ne remplacer qu'une infirmière, qu'un instituteur,
qu'un juge ou qu'un policier partant en retraite sur 2. En 5 ans, c'est 150 000 postes qu'il supprima, le premier plan social du pays, avec des conséquences terribles sur notre pays, sur l'école, l'hôpital, la justice. C'est un champ de ruines qu'il laissa au soir du 6 mai 2012. Il fallut attendre la mise en place de la sécurité sociale de l'emploi proposée par le Front de gauche pour que ces millions d'hommes et de femmes retrouvent un travail, une vie stable, un avenir, une dignité. Et pour faire régner l'ordre, Nicolas Sarkozy était le président de la peur, du racisme, de l'extrême droite. Évidemment, plus le quinquennat de Sarkozy avançait, plus la souffrance était grande, plus il devint impopulaire. Mais pour que d'autres payent l'addition à sa place, Sarkozy utilisa une arme redoutable. Insécurité, terrorisme, délinquance devinrent l'obsession de l'État, qui accusait les étrangers d'être à l'origine de tous ces maux. La peur de son voisin, la peur de la différence, la peur de l'autre était son arme. Son objectif, que les malheureux s'entre-dévorent pour que les plus riches puissent continuer de festoyer tranquillement. Au lieu de s'adresser à l'intelligence des gens, il flattait donc leurs plus bas instincts. Pour lancer cette machine de la haine, il avait fait tout un discours à Grenoble, où il dessina une république de la défiance, avec une sous-catégorie de Français, les Français d'origine étrangère. À partir de là, il lança la chasse aux Roms, qui marqua pour longtemps notre beau pays du sceau de l'ignominie. Dans ces temps obscurs, tout fut prétexte à encourager le rejet de l'autre et la xénophobie. À tel point que l'extrême droite de l'époque se trouva à un moment légitimée dans ces thèmes. Elle gangrena le débat public jusqu'à ce que le Front de gauche décide de l'affronter, ce que les partis républicains avaient malheureusement renoncé à faire. Ce fut d'une certaine façon l'un des actes fondateurs de l'insurrection citoyenne qui donna naissance à la 6e République dans laquelle nous vivons. Cette République où les mots de liberté, d'égalité et de fraternité ont enfin un sens. Tu as raison, il ne faut pas oublier tout cela. Il ne tient qu'à vous de pouvoir raconter cette histoire à vos enfants et à vos petits-enfants. Les 22 avril et 6 mai, c'est notre révolution citoyenne qui s'écrit. Elle est dans vos mains. En 2012, on va leur faire un dessin.